Stratégie. Je fais partie du groupe Solstice. Vous venez de voir mes camarades juste avant moi. Le groupe, donc je ne vais pas vous le représenter pour ceux qui sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pink Strategy est un cabinet de conseil en performance environnementale et avec pour mission de faire de l'adaptation aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, la culture de demain. Voilà. On est tous conscients que ces enjeux, ils sont réels et qu'ils sont actuels. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous avez déjà un bilan carbone et vous avez commencé potentiellement à mettre des actions d'amélioration de la trajectoire carbone. Donc la vraie question, c'est est-ce que ce plan d'action il est résilient? Donc typiquement, la personne qui a introduit la question, hein, si j'investis, si je fais un gros investissement dans une centrale photovoltaïque pour maximiser mon autoconsommation et qu'après je fais des plans de baisse d'efficience énergétique sur mon installation, là, je me retrouvais à avoir une installation photovoltaïque surdimensionnée. La mauvaise adaptation, alors ça y est, ça marche, ouais. La mauvaise adaptation, c'est quand on voit un risque et qu'on prend tout de suite une action pour le gérer. La bonne adaptation, c'est quand on évalue l'ensemble des risques, que on va... Ouais, en fait, je voulais vous donner un autre exemple. Typiquement, j'ai un problème, j'ai un client qui me dit il faut que tu réduises ton empreinte carbone de 50%. Ouais, j'ai une chaudière gaz. Allez, je vais changer ma chaudière gaz. J'ai pris la décision, hyper vite, je passe au chauffage électrique. Bon, en fait, est-ce que c'est une solution résiliente? Pas nécessairement. Si on regarde le truc en prenant un peu de recul, la bonne adaptation, c'est issu d'une analyse des risques actuels et futurs. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est aussi regarder la fréquence et la gravité des événements qui vont se passer dans le cadre de l'évolution climatique et est-ce que je prends une solution qui va tenir dans le temps. Et donc ça veut dire que une bonne décision, ça va être de prendre une action qui va permettre de traiter pas juste un risque et dans l'immédiat, mais c'est de traiter les risques tels qu'ils vont évoluer dans le temps. Donc typiquement, quand je reprends l'exemple de ma chaudière, ça se trouve, je suis à 300 mètres d'un réseau de distribution de chaleur. Et c'est quand même vachement plus résilient de venir se brancher sur un réseau de distribution de chaleur. En plus, ça coûte moins cher que de rentrer dans une logique où je vais mettre une pompe à chaleur avec des consommations énergétiques, etc. Mais donc l'idée, c'est vraiment de se poser, de prendre du recul, de se poser des questions sur est-ce que les risques que j'ai identifiés aujourd'hui, c'est bien tous mes risques, et est-ce que ce sera les mêmes risques demain? Donc typiquement, il y a aussi le prix de l'énergie. On a tendance à regarder le prix de l'énergie en se disant « Non mais c'est bon, cette année mon prix de l'énergie a baissé ». Mais on ne sait absolument pas ce que ça va donner l'année dernière. Et si on prend un peu de recul et qu'on regarde sur 15 ans l'évolution des prix de l'énergie, on voit qu'en fait sur 15 ans ça augmente tout le temps. Donc la sobriété, même économiquement, elle est absolument clé. Pink, notre objectif, c'est vraiment de remettre les enjeux environnementaux au sein des organisations. Et on fait ça en 3 étapes. Donc le insuffler, c'est la prise de conscience. C'est déjà de faire prendre conscience à nos interlocuteurs de ce que c'est qu'un enjeu environnemental, de en quoi ils participent individuellement et en tant qu'organisation à ces enjeux. C'est ensuite de les aider par cette analyse des risques, analyse des perspectives, vers des décisions durables, donc de faire ces analyses et de les embarquer dans ces analyses pour qu'ils les comprennent. Et c'est d'inspirer le passage à l'action, parce que nous, on est un cabinet de conseil, donc ça veut dire que derrière, l'idée c'est de leur dire pragmatiquement qu'est-ce que vous devez faire, et sur des périodes qui ne sont pas 1 an ou 2 ans, on va aussi le faire sur 1 an ou 2 ans, mais potentiellement on peut aller jusqu'à 30 ans. Et enfin, une fois que les plans d'action sont définis, c'est de travailler avec eux sur comment leur organisation s'approprie tout ça et va apprendre à s'adapter aux enjeux environnementaux et construire une culture qui permet de prendre des décisions décilotées avec cet objectif en vue. Pour le passage à l'action, bien sûr, on est accompagné du reste du groupe, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, les clients vont aussi vouloir une solution clé en main pour permettre de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Et donc, comme le groupe a déjà été présenté, je vais passer sur ce sujet. Notre focus aujourd'hui, ça va être sur la résilience énergétique, mais on va un peu élargir. Et là, donc, quand on parle des enjeux, c'est en effet où sont vos dépendances énergétiques. Donc ça peut être des dépendances économiques, ça peut être des types d'énergie, ça peut être
des fournisseurs, et comprendre comment vous pouvez aller, avec vos besoins, vers une plus grande autonomie énergétique. Alors, on ne va pas faire de quiz avec une appli. Je vais juste un petit quiz pour vous montrer comment ça marche. Il y aura quelques petits quiz au cours de la séance. Donc, c'est une question simple. Pour les vacances, vous préférez aller à la mer, point fermé, à la montagne, main ouverte, ou à la campagne, victoire. Est-ce que vous voulez bien vous prêter à ce jeu? Yes. Eh ben super, vous avez tous gagné. Il y a tout ça en France. Même pas besoin de prendre l'avion. Ben voilà, donc je vous invite à visiter notre beau pays. On va utiliser cette même logique-là pour d'autres petits quiz derrière. Il y a un truc qui s'appelle les limites planétaires. Donc ça a été publié par le Stockholm Resilience Center en 2009. Une limite planétaire, c'est un seuil au-delà duquel les équilibres naturels de la planète pourraient être déstabilisés et mettre l'humanité en danger. Donc il y a eu une conférence déjà un peu antérieure sur ce sujet. Petite question, est-ce que vous savez combien de limites planétaires ont été identifiées à ce moment-là? Ah, il y a quelques sachants quand même. Il y en a 9. Et le petit sujet, c'est qu'il y en a déjà 6 qui sont dépassés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une qu'on a réussi à gérer, qui était l'appauvrissement de la couche d'ozone, avec une action concertée. Donc en fait, c'est possible de les gérer, mais ça nécessite une action de chacun et de tous réunis. À droite de l'écran, vous avez la notion de donut. En gros, c'est de représenter, c'est de se dire, on a une planète qui est absolument magnifique et qui nous a permis de nous développer et d'autres espèces de se développer au cours de sa vie, et qu'en fait, l'environnement, il nous permet d'avoir une société positive, qui nous permet voilà, donner accès à l'eau, à la nourriture, à la santé et à toutes ces choses-là. À partir du moment où l'environnement, donc l'extérieur du donut, se dégrade, on met des sociétés en crise. Donc des sociétés en crise parce que pénurie d'eau, parce que la biodiversité a un impact sur la qualité de nos récoltes ou les rendements qu'on va avoir, parce que les eaux deviennent polluées, parce que les revenus baissent et donc on a moins accès à l'éducation, à plein d'autres choses. Donc en fait, les deux systèmes sont intrinsèquement liés, et chaque organisation a un impact sur ces systèmes. Donc quand on commence à faire ça, quand on parle des risques, je vous parlais des risques et des enjeux, la première chose à faire, c'est d'identifier nos enjeux. Je ne parlerai pas de vos enjeux, vous, en tant que personne, mais des enjeux des organisations dans lesquelles on travaille en général. Et ça peut varier. Quand je travaille pour Veolia, il y a clairement un enjeu eau qui est super important. Il y a aussi un enjeu énergie. Quand on travaille chez un gros industriel, il y a un enjeu matière première. Mais il peut aussi y avoir un enjeu énergie. Voilà. Donc, en fonction de vos organisations, ces enjeux, ils varient. Et il y a deux types d'enjeux. Il y a là où l'organisation va avoir un impact, et là où la dégradation de l'environnement va venir vous impacter. Il faut prendre en compte les deux. Donc la première question qu'on pose, c'est en effet, quels sont vos enjeux? Et est-ce que vous les avez bien définis? L'important de définir ces enjeux, c'est qu'ensuite, ça permet de déciloter les organisations, notamment. C'est-à-dire que si une organisation a des enjeux, c'est les mêmes pour le service commercial, le service financier, le service production, en fait, c'est les mêmes. Si on se retrouve dans une zone inondable, le commercial, il ne pourra pas vendre parce qu'on ne pourra pas produire. Le financier, il n'y aura plus de rentrée d'argent et il va falloir qu'il gère les assurances. C'est les mêmes. Donc ça permet de parler un langage commun et d'aligner des objectifs de façon décilotée, et donc des capacités de mobilisation à la fois humaines et financières. Donc typiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Dans la partie insufflée, on va travailler sur des ateliers de sensibilisation environnementaux. Vous en avez une tripotée au fond là.
mais aussi des thématiques plus adaptées aux enjeux, des groupes de travail sur comment définir en effet quels sont les enjeux pertinents pour une organisation et essayer de commencer à les faire s'ancrer en faisant parler des gens dans des secteurs d'activité différents au sein de l'organisation de qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Et puis on va travailler sur des plans de transition, donc ce que je vous disais, des fois c'est 3 ans, des fois c'est 5, des fois c'est 30. On va travailler bien sûr sur énergie, gaz à effet de serre, mobilité, donc c'est comment verdir sa flotte, c'est une petite partie de énergie et gaz à effet de serre. Et puis sur l'eau, parce que l'eau commence vraiment à être un enjeu important. Donc, voilà. Petite question de réglementation. Est-ce que vous savez en France qui peut réaliser un bilan de gaz à effet de serre et mettre en place une stratégie de décarbonation? Et donc vous avez 3 options. C'est un piège, exactement. Eh ben, il faut faire tous les gestes parce que tout le monde peut le faire. Et c'est relativement simple de faire un bilan carbone. Globalement, il faut savoir quelles sont nos données d'activité, les multiplier par un facteur d'émission, et puis on a un calcul. La grande difficulté, ça va être dans à quel point on arrive à être précis sur ces données-là. C'est-à-dire que si on prend un ratio monétaire en fonction de ce qu'on achète pour un processus industriel, on va avoir une estimation qui est assez fausse. Si on rentre dans le détail de, ben non, en fait, j'ai acheté tant d'aluminium avec tel taux de recyclage, j'ai acheté tel type de produit chimique de telle origine, fait avec tel procédé, là, on commence à travailler presque sur une éco-conception du bilan carbone de l'entreprise et à vraiment travailler sur des leviers qui vont avoir un impact fort. Comment nous on travaille ensuite? C'est vraiment de se poser la question. Le bilan carbone, c'est une photo, hein, tentée. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Comment mon bilan carbone va évoluer? Typiquement, je suis un port fluvial et je sais que je vais avoir de nouvelles activités qui vont venir s'installer sur le port. Ça ne sert à rien de faire son bilan carbone photo et puis de se dire je vais décarboner mes usages alors qu'on sait qu'il va y avoir des évolutions. Il faut anticiper ces évolutions et les intégrer dans la démarche. Et puis ensuite, c'est vraiment de se poser la question dans le temps de est-ce que ça va avoir un impact fort et est-ce que ça va demander un effort fort. Je ne sais pas si vous voyez ces histoires de billes. Si je prends un point A et un point B et que j'ai un plan linéaire ou que j'ai un plan courbe et que je lâche la bille au même moment, la bille va arriver à son point d'arrivée beaucoup plus vite si elle prend le plan courbe que si elle prend la tangente. C'est pareil sur le bilan carbone. C'est-à-dire qu'il faut absolument se dire quelles sont les actions qui vont me permettre d'infléchir le plus tôt possible ma courbe d'émissions carbone. Parce que c'est là que je vais atteindre le plus vite mon objectif, que je vais aussi éviter le plus d'émissions carbone sur la durée. Et surtout, ce n'est pas les petites actions qui nous semblent faciles, c'est potentiellement des actions qui peuvent nous sembler plus compliquées, qu'il faut avoir plus réfléchi, mais qui vont rester valables à long terme. Et ça, c'est le travail qu'on fait avec vous, et c'est pour ça qu'on réfléchit en stratégie pluriannuelle. Il peut y avoir des solutions qu'il faut faire absolument en premier, même si le retour sur investissement peut sembler moins important, mais qui sont nécessaires à initier le mouvement et à vraiment avoir une stratégie de décarbonation et une stratégie d'autonomie énergétique importante. Bon, un petit détail sur le bilan carbone. On a quand même... Ping Strategy est une société qui, à l'origine, fait de l'analyse du cycle de vie. Donc on est sur des bases de facteurs qui sont extrêmement détaillées, avec des compétences à la fois en industrie et en travaux qui permettent d'évaluer de façon plus précise et donc d'avoir des actions qui sont un peu plus détaillées que ce que vous allez avoir dans la plupart des outils du marché.
Je vous parle rapidement du DIAC Décarbonation, c'est le DIAC de la BPI. Aujourd'hui, il est suspendu, mais il devrait revenir incessamment sous peu, et ça permet aux PME d'avoir un accompagnement BPI. Et ensuite, nous, on est toujours dans cette philosophie insuffler, guider, inspirer, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas de venir vous raccompagner tous les ans pour faire un bilan carbone. On peut venir ou pour vous aider à gérer votre plan d'action. Mais c'est d'essayer de vous faire monter en autonomie le plus possible pour que vous développiez les compétences en interne. Régulièrement, ce qui se passe, c'est qu'on fait le bilan carbone et potentiellement ensuite, on va se faire rappeler les 2-3 premières années pour nous dire « Attends, on a besoin d'un petit coup de main, viens nous voir parce que là, ça bloque, parce que notre plan, il ne fonctionne pas comme on voulait, il y a eu un problème, il faut qu'on mette en place un truc un peu agile pour changer la trajectoire. » Voilà, et on revient une journée, 2 jours pour brainstormer avec vous. Mais l'objectif, c'est qu'on est plus puissant à plusieurs, et donc c'est de vous donner la main sur vos propres trajectoires. Allez, dernier petit jeu. Est-ce que vous connaissez la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique français? Bon. Ok. En fait, la question de cette raison, c'est 25%. Hein. La question de cette raison, c'est qu'on confond souvent mix énergétique et mix électrique. Les gens pensent, alors après, nucléaire, renouvelable, pas renouvelable, mais en tout cas bas carbone, et pas fossile. Mais en effet, on a encore une très grosse part de notre consommation énergétique qui est fossile. Donc tous ces usages-là, on sait en plus qu'en France, on ne produit pas d'énergie fossile. Donc ça veut dire qu'on est soumis à une grande volatilité des prix extérieurs. Tout ce qui va venir réduire cette dépendance aux énergies fossiles, c'est à la fois un gain énergétique et une résilience énergétique, et un gain carbone et environnemental. Donc là, nos collègues nous ont parlé du PV, mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions de stockage aussi que le batterie lithium. Il y a un grand chantier en ce moment de développement de la géothermie en France qui est assez sexy. J'ai fait rire quelqu'un. Et il y a plein d'autres solutions qui peuvent être adaptées à vos besoins. Donc, je parlais des réseaux de chaleur tout à l'heure. Ça fait partie des curiosités qu'il faut avoir quand on réfléchit à sa trajectoire de décarbonation. Pas penser systématiquement aux solutions qui sont présentées par défaut, et donc la pompe à chaleur, les trucs dont on nous rabâche les oreilles parce que ça a l'air facile et plug and play. En fait, ça l'est pas. Donc il faut toujours réfléchir à toutes les possibilités pour trouver la meilleure. Processus assez traditionnel, on va faire un état des lieux avec vous, et notamment, dans cet état des lieux, on va faire une photo de vos usages, mais on va aussi se poser la question de vos enjeux et de l'évolution de ces usages, potentiellement jusqu'en 2050. Et ensuite, on va venir travailler avec vous sur les options de résilience énergétique, comment moins consommer, autoconsommer, être autosuffisant, c'est-à-dire donc il y en a une partie qui repart sur le réseau que je vais racheter. Sachant que ensuite vient l'autonomie énergétique qui est possible, et la possibilité ensuite de devenir même producteur énergétique suivant le site, la taille du site que vous avez. On va travailler les chiffrages, donc à la fois en termes de réduction de CO2, autonomie énergétique et économique, les modèles de financement. Et l'idée, c'est qu'ensuite, vous avez les clés en main pour aller faire les consultations qui vont bien et lancer vos projets. Dans la continuité, en général, on va accompagner parce que on est un peu dans une démarche agile. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Il y a des subventions qui sautent, il y a des subventions qui arrivent, il y a des nouvelles technologies qui sont sur le marché, il y a des réglementations qui arrivent. Donc, typiquement, j'ai un client qui a dit « je veux faire de l'hydrogène, je veux faire de l'hydrogène ». Je lui ai dit « ouais, je suis pas sûr ». Bon, et puis il est revenu me voir un an plus tard, il me dit « en fait, j'ai pas le droit de faire de l'hydrogène parce que j'ai pas le droit de puiser dans ma nappe ». Je fais « ah ouais ». Donc il fait pas de l'hydrogène, bon, il voulait absolument me mettre dans sa roadmap. On a refait une roadmap pour qu'il puisse quand même atteindre son objectif.